Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une autre bienvenue dans Regard Croisé, ce numéro consacré à la rentrée scolaire 2024-2025 au Togo. Nous aborderons les questions relatives aux nouveaux dispositifs mis en place pour cette nouvelle rentrée scolaire, mais nous ferons un clin d'œil également aux résultats de fin d'année scolaire 2023-2024. Nous aborderons d'autres questions relatives à cette rentrée scolaire avec notre invité, Dr Nabede Piabalo. Vous êtes le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires et secondaires. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Guillaume. Avec vous, comme je le disais, nous allons parler de la rentrée scolaire 2024-2025. Merci pour cette opportunité que New World TV nous offre à travers la plage de cette émission d'échanger sur l'école togolaise et notamment sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Alors, monsieur le directeur de cabinet, l'année scolaire 2023-2024 est déjà terminée. On s'apprête à aborder une nouvelle année scolaire. Quel regard portez-vous sur les résultats de la fin d'année 2023-2024, puisque ces résultats ont fait l'objet de beaucoup de réactions. Quand on les compare à l'année précédente, ils sont globalement en baisse. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ces résultats et nous dire à quoi cela est dû? Avant de parler des résultats de fin d'année 2023-2024, nous voudrions nous faire ce devoir de saluer le travail abattu par les partenaires et les autres acteurs du système éducatif qui ont permis de garantir l'exécution des programmes scolaires et l'organisation des examens de fin d'année. Et c'est aussi l'occasion pour nous et au nom du ministre des enseignements primaires et secondaires d'exprimer toute la reconnaissance de la communauté éducative à son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir porté l'école au cœur de ses engagements politiques. Ensuite, nous voudrions exprimer notre gratitude, j'allais dire, à Madame le Premier ministre pour avoir porté un intérêt particulier au système éducatif et dans son programme de gouvernement. Enfin, nous voudrions exprimer les félicitations et les remerciements aux partenaires du système éducatif, aux enseignants, au personnel d'encadrement, au personnel administratif et technique, aux acteurs de l'école confessionnelle et privée laïque, aux parents d'élèves, aux élèves même pour leur accompagnement et leur implication dans la gestion du système éducatif togolais. Abordant la question précisément des taux de réussite aux différents examens pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, nous présentons le tableau comme suit. Le CPD enregistre un taux de réussite, j'allais dire de 77%. Le BPC assure un taux de réussite de 44%. Nous enregistrons pour le compte du probatoire communément appelé baccalauréat première partie, un taux de réussite de 71% et le bac suit la tendance de la baisse avec 41,95%. Donc comme je le disais, globalement et par rapport aux résultats de l'année écoulée, ces résultats sont en baisse. Et à quoi cela est dû selon vous? Puisque sûrement vous auriez analysé ces résultats. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette baisse des résultats? Les 26, 27 et 28 août 2024, quelques semaines avant la rentrée qui se profile à l'horizon, il y a eu une session bilan de l'année écoulée avec couplé d'une session préparatoire de l'année scolaire 2024-2025. À l'occasion de ces sessions couplées, les acteurs du système éducatif dans leur grand ensemble ont eu à analyser de peigne fin ces résultats et qui ont permis de comprendre que
toutes les responsabilités de tous les acteurs sont engagées. Et dans ce sens, le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques donne déjà le ton pour, en prenant certaines décisions à travers les orientations pour la rentrée scolaire 2024-2025 et d'autres pratiques qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir relever les défis face à ces résultats que je dis bien qui nous font porter tous des responsabilités. Donc, à comprendre bien, la responsabilité n'est pas uniquement à remettre sur la tête des élèves, mais aussi de tous les acteurs, si je vous comprends bien. Oui, ça c'est bien évident. Ok. Alors, justement, dans ce sens, pour préparer cette nouvelle rentrée, il y a de cela quelques jours, le ministre des enseignements primaires et secondaires et son collègue des enseignements techniques ont sorti une décision interministérielle interdisant l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires publics et privés. Qu'est-ce qui justifie une telle décision à l'orée de la rentrée scolaire 2024-2025? Le téléphone portable constitue un outil précieux de communication et de travail. Justement. Cependant, il est donné de constater que son utilisation inappropriée, notamment par les élèves, surtout que ces élèves sont de plus en plus phagocytés par des pratiques qui portent atteinte à leur avenir. Devant une seule situation, il était de bon ton que les ministres chargés des enseignements généraux et techniques prennent cette décision pour réglementer l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. Ok. Et donc, c'est pour cela que la décision a été prise. Alors, selon vous, quels sont les avantages pédagogiques d'une telle interdiction? Parce qu'on sait que parfois, on utilise le téléphone portable, pas pour, comme vous le dites, être phagocyté par des comportements qui vont porter atteinte à l'avenir de l'apprenant. Parfois, on l'utilise à bon escient. Mais quand vous prenez une telle décision, quels sont, selon vous, les avantages pédagogiques d'une telle décision? Bon, comme dans mon introduction par rapport à la question de l'utilisation de la réglementation du téléphone portable en milieu scolaire, on peut trouver déjà quelques avantages liés à cette mesure. Puisque dans tous les cas, lorsque un élève comprend les enjeux liés à l'utilisation inappropriée du téléphone portable, c'est qu'il converge tout son esprit à la concentration et à suivre, en tout cas sereinement, les cours qui sont dispensés par l'enseignant, puisque il n'est plus en face. Il n'est plus distrait. Il n'est plus distrait, il n'est plus intéressé par le téléphone portable qui devient désormais, ou comme on le constate, un objet de distraction. Certains pensent que cette interdiction peut-être règle le problème, mais fait du mal à certains élèves qui utilisent à bon escient les téléphones portables. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, dans tous les cas, quand vous suivez ou vous appréciez bien la décision, il y a des cas d'exception. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de réglementation. Il y a des cas d'exception où le téléphone portable peut être convoqué pour des activités où le numérique est nécessaire. Et je crois que dans ces conditions, il est de bon ton aussi que chaque responsable d'élève fasse appliquer cette décision de façon pédagogique. Vous avez évoqué dans vos réponses l'utilisation inappropriée surtout du téléphone portable et souvent ça rappelle à l'esprit les questions de cyberharcèlement. Est-ce que l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire ou bien la réglementation surtout de cette utilisation va régler le problème du cyberharcèlement dans les milieux scolaires? Bien évidemment, surtout que nous voudrions procéder d'une pédagogie active pour conscientiser les élèves au bon usage du téléphone portable, loin de ce qu'il est simplement considéré aujourd'hui comme un objet de distraction. Cette décision
permet aussi de prévenir les élèves du danger auquel ils peuvent s'exposer, notamment sur les questions de cybercriminalité et en tout cas harcèlement et autres en tout cas dangers. Alors, est-ce que vous pensez que les élèves comprennent cela? Bon, des instructions sont déjà données aux directeurs régionaux de l'éducation pour qu'ils puissent procéder, comme je vous le disais, à une sorte de pédagogie ou de répercuter les dispositions de cette décision à travers les inspecteurs, les directeurs, les chefs d'inspection, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement, les directeurs nationaux d'enseignement confessionnel, les promoteurs d'établissements privés et les parents d'élèves, puisqu'ils sont associés généralement ou invités pour des rencontres ou des échanges avec l'école dans le cadre des relations qui existent entre établissements et associations parents d'élèves. Donc cette décision ou le contenu de cette décision sera amplement discuté pour que chacun puisse prendre les dispositions et aider les élèves à comprendre le bien fondé de cette interdiction. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, s'il faut considérer toutes les lois qui nous conduisent aujourd'hui en lien avec cet adage latin qui dit dura lex sed lex. Donc aucune loi n'est faite pour caresser, j'ai l'habitude de pour caresser le monde ou les gens. Dans tous les cas, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Aucune loi n'est faite pour, et ce n'est pas pour détruire, mais c'est d'ailleurs pour protéger. D'ailleurs, quand quelqu'un sort pour emprunter la voie, il ne marchera pas n'importe où. Le véhicule aussi, il doit rouler, il ne doit pas rouler n'importe où. Donc c'est des codes de la vie qu'on se donne. Donc même dans nos domiciles respectifs, il y a des dispositions qu'on prend pour pouvoir garantir une certaine sérénité dans la vie, en tout cas dans nos mouvements ou comportements quotidiens. Et donc même si ça paraît dur, il faut donc respecter ces dispositions. Mais comment les établissements scolaires feront-ils pour pouvoir faire respecter surtout ces décisions? Bon, et comme je vous le disais tantôt, il faut une démarche pédagogique. Et le ministre des enseignements primaires et secondaires plutôt a déjà donné le ton ou des instructions à ces différents collaborateurs de prendre le devant de cette action pédagogique et de sensibilisation. L'idée n'est pas forcément de sanctionner les élèves, mais c'est de leur indiquer les meilleures manières d'utiliser le portable, le téléphone portable. En réalité, quand on est en classe et on doit suivre un enseignement, on doit s'y consacrer. Mais lorsque nous prenons le téléphone portable comme un objet de distraction, vous comprenez déjà l'impact que cet objet de distraction a sur l'apprenant, qui se met à distance de l'enseignement qu'on lui donne et des apprentissages qu'il devrait acquérir. Ok. Certains, dans la critique, ont observé que le test ou l'interdiction n'est pas totale parce qu'elle n'a pas pris en compte les activités extrascolaires, mais organisées par les établissements scolaires. Parce qu'il y a certaines activités que les établissements scolaires organisent, mais qui ne se déroulent pas dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Or, le test précise que l'interdiction concerne l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires. Pourquoi n'avoir pas élargi aux activités qui se déroulent hors des établissements scolaires? Bon, je prends cette question sur deux volets. D'abord, sur le volet activités parascolaires, que je peux étendre même aux activités périscolaires, et sur le volet de la délocalisation des élèves sur peut-être un terrain de sport. Bon, lorsque nous prenons le premier volet, c'est à dessein,
puisqu'il y a quelques semaines déjà, le ministre des enseignements primaires et secondaires a sorti une note à l'attention des acteurs ou des enseignants et des inspecteurs du préscolaire et primaire pour qu'ils renforcent les activités para- et périscolaires dans leur champ pédagogique. Pourquoi? Parce que on a remarqué que on s'enferme trop dans les connaissances livresques. Il faut véritablement s'ouvrir sur le monde et comprendre comment fonctionne aussi la vie courante. Dans ce cadre, précisément, le ministre a doté des jardins d'enfants publics de tablettes à titre expérimental, de tablettes pour qu'ils puissent se familiariser à l'outil numérique ou informatique. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément pour l'enfant de savoir manipuler, mais plutôt, même s'il arrivait à détruire ou à gâter le matériel, l'outil, il serait tenté de chercher à le rallumer. Oui. Donc c'est des réflexes qu'on peut développer en cet enfant, de comprendre que l'outil peut être éteint, peut être abîmé, et il peut s'efforcer aussi à le réparer. Déjà, c'est une marque de disponibilité à ouvrir, en tout cas, cette question sur d'autres réflexions. Oui. Bon, sur la question de délocalisation des activités pédagogiques en dehors de l'enseignement de l'établissement quelconque, c'est vrai, peut-être que les gens auraient voulu qu'on le mentionne ainsi, mais c'est déductible. C'est déductible parce que quand il y a délocalisation, on peut peut-être considérer que c'est la salle de classe qui est déportée ailleurs. Donc, dans ces conditions, seul l'enseignant peut déterminer les conditions dans lesquelles ils sont et autoriser éventuellement l'utilisation du téléphone portable. Donc je crois qu'il n'y a pas de polémique à se faire sur cette question. Donc la salle de classe ne doit pas se limiter à l'espace géographique. Tant qu'il y a activité scolaire, on doit considérer l'application de cette décision. Oui, tant qu'il y a activité scolaire, parce que bon, si un élève est sur le terrain de sport par exemple, et pendant le temps que son enseignant lui dit marquer le pas pour une course de 100 mètres, lui, il fait des vidéos, par exemple. Il pourra arguer que la loi n'interdit pas l'utilisation en dehors de l'établissement scolaire. Non, si le terrain se trouve dehors, Justement, on a dit qu'il faut une appréciation de l'enseignant qui éventuellement peut autoriser l'utilisation de cet outil. Maintenant, s'il le fait, ce n'est pas... il est en situation de distraction. Parce que déjà l'enseignement procède dans ce cas précis du fait que l'élève doit savoir marquer le pas, attendre l'alerte et amorcer sa course. S'il est distrait à son passage, il ne saura pas appliquer les mêmes dispositions, les mêmes mesures édictées par l'enseignant. Et donc, il ne faut pas... C'est très pédagogique. Il ne faut pas comprendre cette interdiction juste dans le sens de l'établissement scolaire en tant qu'entité ou bien superficie géographique et tout. Il faut aller au-delà. Guillaume, je ne voudrais même pas qu'on se focalise trop sur le terme interdiction. Parce que c'est pour le bonheur des élèves que cette décision a été prise. Il n'y a pas une idée derrière de les brimer. Loin de là. Alors, monsieur le directeur de cabinet, certains parents pensent que le téléphone portable leur sert de moyen de rester en contact avec leurs enfants qui sont des élèves et que cette interdiction vient quand même briser ce contact-là qu'ils veulent maintenir avec les élèves quand ils sont au cours. Est-ce qu'il y a quand même des moyens pour ne pas totalement briser le lien de contact entre les parents, peut-être qui ne sont pas au pays, qui veulent parfois entrer en contact avec leurs enfants, prendre leurs nouvelles? Est-ce qu'il y a des moyens pour quand même permettre que ce contact soit toujours maintenu malgré cette restriction, bien comme on ne va pas utiliser le terme d'interdiction, ce nouveau recadrage que vous avez fait de l'utilisation du téléphone portable? Comme je vous le disais tantôt, le ministère a déjà anticipé sur ces situations. D'ailleurs, l'instruction a été donnée au DRE, comme je vous le disais,
de répercuter cette décision dans la démarche pédagogique de sa mise en œuvre. Et dans ce sens, il est recommandé que chaque chef d'établissement dispose d'un répertoire téléphonique de tous les parents d'élèves. Donc, ce ne sera pas chose facile pour certains établissements où il y a des effectifs pléthoriques. Non. Attends, ils ont des registres. Ouais. Ils ont des registres. Il suffit seulement, c'est pas tous les élèves qui auront les problèmes au même moment. Ouais. Donc il suffit seulement qu'une situation se présente ou qu'un parent cherche à entrer en contact avec son enfant. Et puis, il y a aussi le numéro de téléphone de l'établissement. Et puis le contact, le lien est établi. Donc il faut passer par le numéro de l'établissement de façon officielle. Oui, même ce que je voudrais préciser aussi, ce n'est pas forcément, la décision n'interdit pas que l'enfant entre en contact avec son parent. Oui. Elle n'interdit pas. Mais il y aura des dispositions qui permettront à l'enfant d'être appelé pour peut-être émettre un appel ou prendre le coup de fil de son parent. Nous allons maintenant parler des défis de cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire, comme d'habitude, c'est au mois de septembre, ça s'approche, c'est dans quelques heures, mais les parents éprouvent des difficultés financières, surtout pour assumer les besoins des parents. Est-ce que vous comprenez, pour assumer plutôt les besoins des élèves à la rentrée, est-ce que vous comprenez quand même les difficultés des parents à cette rentrée? Nous intervenons ici en tant que parents d'élèves et nous comprenons ou nous vivons la pression que j'allais dire, cette pression partagée devant les charges des préparatifs pour le compte de la rentrée de nos enfants. Et c'est cette pression exacerbée par les contraintes budgétaires liées au contexte de conflit et de sécurité ou d'insécurité à travers le monde. Bon, cependant, je crois que nous ne devons pas abandonner nos responsabilités devant l'éducation de nos enfants. Nous sommes obligés de conjuguer ou de nous sacrifier pour pouvoir préparer la rentrée de nos enfants. On ne peut pas abandonner ces responsabilités que j'ai qualifiées de régaliennes. À chaque rentrée scolaire, des dispositions, des orientations sont prises pour une année sereine. Pour cette année, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que la rentrée cette année scolaire se déroule bien pour tous? Pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée, sereine et réussie, plusieurs actions sont mises en œuvre dans le cadre de l'exécution de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment en ces projets 9 et 10. Pour ce qui concerne le projet 9, vous auriez pu peut-être être informé sur le projet 9, j'allais dire, c'est le projet dédié à l'augmentation des capacités d'accueil en milieu scolaire. Et sur ce projet, beaucoup de chantiers sont mis en œuvre et en matière de construction et de réhabilitation de bâtiments scolaires et de fabrication de tables-bancs. Donc, à l'heure où nous parlons, et pour le compte de cette feuille de route, près de 4500 salles de classe ont été construites et des centaines seront mises à disposition ou remises dès la rentrée qui s'annonce, avec les équipements en table-banc qui seront aussi distribués à l'échelle du territoire national. Pour le compte du projet 10 dédié à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, vous aurez pu noter avec nous l'ouverture d'un concours de recrutement pour 4386 postes d'enseignants fonctionnaires. Et nous avons aussi la mise à disposition de 250 enseignants pour le compte des besoins des filières scientifiques des lycées et collèges.
on parle de plus en plus de l'enseignement de l'anglais au primaire, au préscolaire et au primaire. On a commencé avec le préscolaire l'année dernière. On va poursuivre avec le primaire et les cours préparatoires primaire deuxième année et les cours moyens 1. Non, j'allais dire, on a expérimenté l'année dernière avec le cours préparatoire et ça va s'étendre cette année avec le cours moyen première année et le cours moyen deuxième année. En dehors de cette question, il y a aussi l'acquisition et la distribution des manuels scolaires, notamment pour le compte des CP. Il y a aussi la commande qui est lancée pour le compte des CM. L'année dernière, les manuels pour le compte des CE étaient déjà mis à disposition. Et donc, ça va se poursuivre avec l'acquisition et la distribution prochaine des manuels scolaires, notamment pour le préscolaire et les cours préparatoires première et deuxième année. Alors, pour justement la rentrée, depuis quelques années, on parle de la gratuité de l'école, mais la rentrée, c'est aussi les fournitures, les uniformes et les fournitures scolaires. Vous venez de parler des documents pour les cours moyens, les cours élémentaires et tout. Qu'en est-il des autres? Les parents, quand ils pensent à la gratuité, doivent-ils penser à la gratuité de façon totale pour tous les documents, ou bien ils devront quand même se préparer pour procurer à leurs enfants certains de ces documents? Non, à l'heure actuelle, les manuels dont je venais de vous parler, c'est mis à disposition de façon gratuite. C'est pas contre paiement d'une quelconque somme. Il ne faudrait pas que les élèves viennent demander de l'argent à leurs parents pour ces manuels. Oui, bon, ça, là, vous êtes déjà informé de ce que l'État fait pour soutenir cet aspect. J'allais oublier, pour le compte du projet 10 relatif à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, vous êtes informé de la publication des résultats pour le recrutement de 134 élèves, professeurs d'école normale de formation, de professeurs d'école. Ces écoles sont au nombre de 6. Il y a une à Mango, une à Dapaon, une à Sotubois, une à Noche, une à Tabligo et une à Adeta. Donc 2 formes pour le préscolaire et 4. Les 4 autres formes pour le primaire. Donc, ces professeurs viendront renforcer le personnel qui est désormais chargé de former en nombre suffisant pour couvrir les besoins aussi bien du public que du privé des enseignants qui doivent postuler, être éligibles désormais à la fonction enseignante avec le diplôme de professeur d'école. Justement, quand on aborde cette question, il y a déjà sur le terrain certains enseignants volontaires des EV. Comment seront-ils conduits petit à petit à entrer dans le système quand on sait que il y a un dispositif qui forme d'abord à la profession d'enseignant? Qu'adviendra-t-il finalement des EV qui pour le moment ne sont pas encore recrutés? Bon, il faut reconnaître que beaucoup d'entre eux ont été pris en compte lors des précédents concours et certainement aussi que pour le concours qui est lancé, ceux qui le méritent accéderont à ces postes d'enseignants fonctionnaires. Puis, bon, l'enseignement, c'est pas une opportunité uniquement de gagne-pain, mais il faut assurer aussi la formation des enfants. Et pour ce faire, il faut avoir des qualités requises pour pouvoir offrir, en tout cas, ces services au système éducatif. C'est tout comme quelqu'un qui n'a jamais appris à tenir un seringue, vous lui demandez d'aller administrer un soin infirmier à un patient. Donc, vous voyez, donc c'est en toute logique que, avec en tout cas l'assistance aussi des partenaires techniques et financiers, il fallait véritablement qu'on puisse. C'est pour ça que cet aspect est inscrit
au projet 10 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à savoir l'amélioration de la qualité de l'enseignement qui passe par la qualification pour la fonction enseignante. Mais plutôt... Alors, donc pour revenir à la question, quand on parle de gratuité, quelles sont les charges qui sont aujourd'hui assurées par les parents au-delà de ce que fait l'État? Bon, les charges assurées par les parents, c'est vrai, on peut les résumer à l'achat des fournitures scolaires. Mais sur ce volet, il y a aussi quelques cadres de l'État, certains partenaires, notamment la Banque mondiale sur le projet PAKEB, et la Banque islamique de développement sur le projet PAKET, qui contribuent à la mise ou à la distribution de kits scolaires aux élèves ou aux enfants des zones vulnérables ou défavorisées. Bon, en dehors de ces questions liées aux fournitures scolaires, il y a aussi des mesures ou des actions qui sont mises en œuvre par l'État pour soutenir les parents dans la prise en charge de leurs enfants. Nous citons ici notamment le programme de cantine scolaire qui est opérationnel dans plus de 1284 écoles publiques du Togo. Et donc ce programme non seulement nourrit ou en tout cas offre des plats chauds aux élèves, mais ça leur garantit de bonnes conditions de santé, ça leur permet de les accrocher à l'école et éviter la déperdition scolaire. En dehors de ce programme, nous pouvons aussi citer le programme de couverture d'assurance santé à travers le programme School Assure, qui prend en charge près de 2 millions d'élèves pour des soins médicaux. Avant de clôturer cette émission, quels conseils pouvez-vous donner à l'endroit des différents acteurs de l'éducation pour une année scolaire sereine? D'abord à commencer par les élèves. Bon, aux élèves qui sont en même temps nos enfants, nous leur recommandons l'autodiscipline et la discipline, et surtout qu'ils ne prennent pas les mesures qui sont prises à leur endroit pour un châtiment prononcé. Il y a rien de tout cela. D'ailleurs, dans le cas de l'exécution de la décision, vous verrez bien qu'on a parlé des sanctions, mais qui tiennent lieu et qui viendraient par un conseil, en tout cas on a parlé des sanctions disciplinaires. Donc qui parle des sanctions disciplinaires donne l'opportunité à l'élève d'être jugé sur des faits. Donc il n'y a aucune brimade. Non, il n'y a aucune brimade. Donc je crois que quand on est dans l'autodiscipline et la discipline, c'est de droit qu'on puisse respecter ces dispositions et qu'on aille de l'avant. Et aux enseignants? Aux enseignants, nous leur disons d'être fiers du boulot qu'ils sont en train d'abattre pour la construction d'un Togo meilleur à travers la formation de la relève de demain. Et en ce sens, nous leur demandons, nous sommes concernés aussi, nous leur demandons de s'inventer et de se vanter dans l'exercice de leur noble métier. Au chef d'établissement, quel message avez-vous à leur endroit? Au chef d'établissement, c'est d'assurer véritablement le rôle de courroie entre l'administration, la hiérarchie et les enseignants, d'une part, et avec les élèves de l'autre. Donc, qu'ils engagent leurs responsabilités dans les fonctions qui leur sont dévolues. Et aux parents? Aux parents, qu'ils se trouvent dans ce langage imagé que je voudrais prononcer à leur endroit, qu'ils se considèrent comme de véritables jardiniers et que leurs enfants ou nos enfants
constituent des plans qu'on a mis en terre et qu'il faut entretenir vaille que vaille contre les intempéries, notamment les eaux qui dévient du fait de l'érosion ou les vents violents qui peuvent les détruire. Donc, voilà ce que je peux leur dire. Merci beaucoup à vous, docteur Nabede Piabalo. Vous êtes le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires et secondaires. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'invité. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bon, aux téléspectateurs, je les invite aussi à engager leurs responsabilités. Ceux qui ne sont pas directement interpellés dans cette émission sont concernés par l'éducation, par l'école, qui garantit la construction ou le développement d'un pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Merci également à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve très bientôt dans la suite du programme du soir sur New World Info.